Julien, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes porte-parole de l'UFAP-UNSA Justice, surveillant à la prison de Vendin-le-Viel, dans le Pas-de-Calais. C'est là qu'est incarcéré Redouane Faïd. Et c'est là d'ailleurs que les 100 narcotrafiquants les plus dangereux du pays doivent être transférés d'ici la fin du mois. Julien, déjà, comment vous avez accueilli la décision de la Cour de Douai? Ça vous met en colère ou pas? Écoutez, oui, ça nous met en colère. Pour l'UFAP-UNSA Justice, une demande d'assouplissement des conditions de détention nous semble inconcevable, puisque on connaît le palmarès de Redouane Faïd, on sait ce dont il est capable. Vous l'avez cité précédemment, attaque de fourgon blindé, 2 évasions, qui plus est depuis le parloir en plus. Donc pour nous, il n'est pas concevable d'assouplir ces conditions de détention. Après, on verra ce que l'administration pénitentiaire met en place. Et pour le moment, il n'y a pas eu d'échange à ce sujet, étant donné que c'est une décision qui est récente, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, et on appelle, voilà un petit peu. Vous les connaissez bien, les conditions de détention de Redouane Faïd. Dans quelles conditions il était jusqu'à présent détenu exactement? Écoutez, c'est un détenu qui est au quartier d'isolement. Donc, l'idée du quartier d'isolement, c'est d'être isolé de toute autre personne détenue. Il ne voit que du personnel. Il a sa promenade et il a ses séances de sport, quoi. Donc pour vous, ces conditions ne sont pas, on va dire, en tout cas, sont dans le respect de la dignité humaine, quoi. Exactement, c'est ça. Notre avis, c'est qu'on est obligé, face à ce type de profil, de mettre en place quand même certaines mesures de sécurité afin de garantir, entre guillemets, la sécurité du pays et d'éviter à ce qu'ils reprennent la fuite, quoi. Je sais pas si vous avez entendu l'avocat de Redouane Faïd, il a dénoncé une peine de mort lente. Ce sont des mots très forts. Ça vous fait réagir, ça, en tant que surveillant dans la prison où il est détenu? Oui, effectivement, les mots sont forts. Après, son avocat est là pour essayer d'assouplir ses conditions, donc on peut comprendre son positionnement, mais pour nous les mots sont forts. Oui, effectivement, enfin, les conditions de détention au sein du quartier d'isolement de Vendin-le-Viel. Julien, qu'est-ce que vous souhaitez lui répondre? Bah écoutez, nous on souhaite simplement lui répondre que, au vu de son palmarès, on connaît un petit peu le profil de Redouane Faïd. Il est assez manipulateur, donc pour nous, les mesures de sécurité mises en place au sein du quartier d'isolement du CP Vendin-le-Viel ne sont pas contraires à la dignité humaine, quoi. Que va-t-il se passer concrètement maintenant? Vous allez le sortir de l'isolement dans lequel il était depuis des années maintenant? Bah écoutez, comme je vous disais, on a l'administration. C'est une possibilité. Pour le moment, je ne sais vraiment pas ce que va prendre comme décision l'administration pénitentiaire. Des réflexions vont certainement être faites à ce sujet, mais à ce jour, je peux pas vous répondre là-dessus, quoi. Non, on verra en tout cas. En tout cas, nous, pour l'UFAP, on s'oppose à la sortie de l'isolement, quoi. Et vous vous opposez également à ce qu'il puisse quitter cette prison de Vendin-le-Viel? Notre structure est adaptée pour l'accueillir. Après, demain, si une décision de transfert est décidée, d'autres prisons seront dans les capacités de l'accueillir également, tout en garantissant certaines mesures de sécurité. Alors, ironie du sort, Julien, je le disais, c'est que cette prison de Vendin-le-Viel doit accueillir les 100 narcotrafiquants les plus dangereux du pays. Ils seront transférés d'ici la fin du mois. Est-ce que vous craignez que la justice retoque aussi les conditions de détention très strictes prévues pour ces détenus? C'est votre inquiétude ou pas? Bah écoutez, on espère que non, puisque une loi pour lutter contre la criminalité organisée en France a été votée. L'établissement de Vendin-le-Viel a été adapté pour accueillir justement ce genre de profil, en tentant de les couper du monde extérieur avec le dispositif anti-drone, anti-téléphone. Donc si demain la justice venait à rétorquer tout ce qui a été mis en place et tout le travail qui a été fait depuis quelques mois afin de permettre une ouverture dans des conditions de sécurité optimum, ce serait fortement regrettable, quoi. On se dit qu'on aurait perdu notre temps, quoi, concrètement.
Ils vont arriver, ces détenus, d'ici la fin du mois, je le disais, Julien, dans cette prison de Vendin-le-Viel, dans le Pas-de-Calais, on le rappelle. Est-ce que les surveillants, est-ce que vos collègues, est-ce que vous-même, vous êtes prêts à les accueillir ? Oui, tout à fait. L'établissement est prêt. Nous avons fait pas mal de groupes de travail durant tous ces mois. L'organisation des mouvements à l'intérieur a été pensée de manière à assurer la sécurité. Les personnels sont prêts. L'établissement est prêt. Des travaux. Une véritable formation justement pour être prêt à les accueillir. Effectivement, les personnels du CP Vendin-le-Viel ont reçu une formation d'adaptation à la criminalité organisée afin de connaître un petit peu plus ce dont ils sont capables, leur manière d'opérer. Donc les personnels ont reçu une formation à ce titre, oui, effectivement, et des travaux d'aménagement également à l'intérieur ont été effectués. L'UFAP UNSA Justice a demandé à ce qu'on sécurise le domaine, donc le parking des personnels est en cours de sécurisation. Un portique 40 mm a été installé à l'intérieur afin de contrôler l'entrée des familles. Les parloirs hygiénophones ont été créés. Des salles de vision ont également été créées. On a installé des calibotiers au niveau des fenêtres afin d'éviter les échanges entre détenus. Donc oui, un aménagement a été effectué au niveau de l'établissement, quoi. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que vous, les surveillants de cette prison de Vendin-le-Viel, vous êtes dans un état d'esprit plutôt serein aujourd'hui ? On reste attentif malgré tout, puisqu'on s'est organisé pour que tout se passe pour le mieux, mais on reste attentif à la situation. On reste vigilant, quoi. Julien, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, porte-parole, je le rappelle, de l'UFAP UNSA Justice, surveillant donc à la prison de Vendin-le-Viel dans le Pas-de-Calais. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très belle journée à vous, Julien. Sud Radio, il est 9h15. Dans un instant, les habitants d'un quartier de Limoges, encore sous le choc, ils ont vécu ce week-end de violentes émeutes urbaines. Certains d'entre eux ont même été agressés. Une association va les prendre en charge. Aujourd'hui, je reçois son vice-président juste après ça. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Le grand matin Sud Radio. 8h-10h, Benjamin Glaise. Bientôt 9h20 sur Sud Radio, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, vous êtes bien dans le grand matin à Limoges. Oui, à Limoges, les habitants du quartier du Val-de-Laurence se remettent difficilement des violences urbaines qui ont éclaté dans la nuit de vendredi à samedi. Une centaine d'individus cagoulés, armés, se sont attaqués à des véhicules en circulation, certains avec des enfants à bord. Ils se sont retrouvés ensuite en plein milieu des affrontements entre bandes et policiers sur place. Le parquet a ouvert une enquête. Il a également saisi l'association France Victimes pour porter assistance aux personnes victimes de ces violences, des habitants traumatisés, on l'imagine, parce qu'ils ont vécu. Bonjour Jérôme Moreau. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le porte-parole et vice-président de cette association France Victimes. Vous allez accueillir les victimes de ces violences à partir d'aujourd'hui, c'est bien cela ? Alors effectivement, donc l'association France Victimes 87 a été mobilisée dès samedi soir par les services du parquet et donc on a ouvert une permanence tout d'abord dimanche matin pour contacter l'intégralité des personnes concernées par les plaintes et par effectivement ces événements traumatiques. Et puis dès aujourd'hui, dès ce matin, nous commençons les accompagnements psychologiques et nous allons poursuivre tout cela toute la semaine en urgence. Et puis après, évidemment, ça se déroulera de manière beaucoup plus importante sur un temps qui sera nécessaire et ça sera le temps des victimes. Parce que j'imagine que ces personnes sont profondément traumatisées, Jérôme Moreau. Elles sont encore en état de choc et de sidération, on le comprend ? Alors évidemment, les personnes tout d'abord ont eu très peur. Je rappelle les faits. C'était des guet-apens et ils ont vu une trentaine de personnes qui ont été armées et qui ont foncé sur les véhicules. Alors certains ont essayé de reculer et faire marche arrière, d'autres ont été complètement sidérés et n'ont pas pu se dégager de manière immédiate. Donc effectivement, ces victimes ont eu très peur. Pourquoi ? Parce qu'elles ont vu la mort en face. Et c'est cette image, en fin de compte, du miroir
cauchemar traumatisant de la mort. Et dans cette image, eh bien, il y avait leur visage. Et c'est toujours extrêmement difficile et le traumatisme est important. Alors évidemment, les victimes sont traversées tout d'abord par un sentiment de sidération et un état extrêmement traumatisant. Et c'est le continuum de la peur, de la colère aussi, parce qu'il y a aussi ce sentiment-là. Et donc, pour l'instant, nous en sommes à l'accompagnement individualisé, nous en sommes à la réception des victimes et nous en sommes à débriefer avec elles. On ne peut encore pas faire d'analyse post-traumatique. C'est important en tout cas de ne pas traîner dans ce genre d'affaires, Jérôme Moreau, de prendre en charge les victimes le plus rapidement possible. Alors, évidemment, parce que d'abord, notre credo, c'est victime plus jamais seule et plus jamais seule immédiatement. Donc, effectivement, juste après les infractions, il faut être présent à côté. Alors, c'est une méthode qu'on appelle le diffusing, qui dit simplement, on est là, vous n'êtes pas seul, nous allons vous accompagner, ou c'est une espèce de main tendue, si vous voulez, qui va permettre, en fin de compte, à la victime de savoir qu'elle est en sécurité et qu'elle pourra avoir des interlocuteurs. Et puis après... avec des psychologues ou pas en l'occurrence ? Ah ben là, nous avons des psychologues et des juristes. Donc dimanche, ça a été un duo psychologue-juriste, parce que peut y avoir des droits et puis il faut aussi rassurer les victimes sur notre capacité à déployer leurs droits. Et puis il y a des psychologues qui sont intervenus et qui vont intervenir aujourd'hui, jeudi, samedi et autant que de besoin pour les victimes. Mais en tout état de cause, il faut un triptyque, un accompagnement individualisé, juriste, psychologue et travailleurs sociaux. Sur la partie psychologique, véritablement, je le disais, il y a des enfants parmi les victimes, des enfants qui ont été attaqués en l'occurrence par des individus cagoulés et armés. Est-ce que vous savez déjà combien d'enfants vous allez accueillir ici, quel âge ont-ils? Et j'imagine que l'accompagnement, il est forcément différent auprès d'un enfant qu'auprès d'un adulte. Alors, tout à fait. Le nombre d'enfants, je ne l'ai pas encore, puisqu'il y a deux habitants dans l'habitacle des véhicules que nous n'avons pas contactés. Donc là, nous n'avons aucune information. Donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui le nombre d'enfants. Et je rappelle que France Victime a une vision extrêmement extensive de la notion de victimologie, détachée de la notion de partie civile et de la notion juridique. C'est-à-dire que toute personne impactée par un événement doit pouvoir bénéficier de nos interventions. Donc effectivement, il y avait les personnes qui étaient dans les véhicules, mais effectivement, ils ont pu transmettre leur traumatisme à leurs proches. Donc nous les accompagnerons également. L'accompagnement sur les enfants, effectivement, il nécessite une adaptation d'abord des lieux, il nécessite avec des lieux extrêmement chaleureux, une adaptation du langage, et puis il faut regarder dans quelle mesure il peut être impacté. Et ce qu'on sait, c'est que les enfants peuvent être extrêmement traumatisés, mais peuvent aussi faire le chemin de la résilience extrêmement rapidement. Donc tout ça, ce sont des évaluations qui seront à la main des psychologues et qui vont faire en sorte que, en fin de compte, les victimes ne doivent pas être seules. Et puis, ce qu'il va falloir regarder, encore une fois, c'est le temps qui passe, parce que il faut regarder s'il n'y aura pas des réminiscences. Et oui, parce que effectivement, les traumatismes peuvent ressurgir, peuvent ressortir. Alors, c'est vrai chez l'adulte, et c'est d'autant plus vrai chez l'enfant. En tout cas, il faut être extrêmement vigilant. Il va falloir faire des évaluations, non seulement de manière immédiate, mais à moyen et puis à long terme. C'est vous, c'est votre association qui va suivre sur le plus long terme ces différentes victimes, ou vous allez passer le relais? Alors, l'association France Victime 87 est pourvue en psychologue. Il pourra évidemment accompagner les victimes tout au long des procédures et tout cela. Je rappelle que nous sommes une fédération et dont je suis le porte-parole qui comporte 128 associations dans les 164 tribunaux judiciaires. Donc, si les victimes étaient amenées à se déplacer, bien évidemment, le relais serait pris en charge par les associations des différents départements de France. Et puis après, il va falloir aussi évaluer et on peut très bien passer la main, par exemple, au secteur de la santé, si vraiment les traumatismes sont trop importants, avec la psychiatrie en renfort de la psychologie. Et là encore, tout ça, ce sont des évaluations individualisées, personnalisées. En tout état de cause, nous resterons attentifs à la situation des victimes tant que ce traumatisme lié à l'infraction ne sera pas dépassé. Et donc, effectivement, ça peut être très long. On a des victimes qui peuvent être particulièrement traumatisées, mais qui vont pas oser, qui vont pas vouloir vous retrouver et faire tout ce processus juridique, psychologique grâce à vous. Dans ces cas-là, comment fait-on ?
Alors, on Ça va arrive continuer. déjà, ouais. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des victimes. Alors, tout d'abord, il y a des victimes qui n'ont pas forcément besoin de nous, hein, donc il faut Oui. l'accepter, il faut l'entendre. Certaines victimes peuvent, dans des événements extrêmement traumatisants, trouver leur propre voie pour faire les chemins de résilience, parce qu'ils ont des proches, parce que c'est très bien étayé, parce que ils ont une capacité à résister au choc qui est extrêmement importante, et d'autres qui vont avoir besoin de nous. En tout état de cause, toutes les victimes ont nos coordonnées, nous les avons toutes contactées. Ouais. Et puis, je voudrais faire une incidente sur les témoins quand même, parce qu'on en parle peu, mais aujourd'hui, France Victime 87 prend des témoins qui ont été extrêmement choqués par ce qu'ils ont vu, parce que effectivement, c'est aussi l'image d'une possible mort par agression, et donc nous prenons en charge aujourd'hui, pour l'instant, une famille. Donc vous voyez, le spectre de la notion de victime et l'impact traumatique est extrêmement important et ne se limite pas aux seules personnes qui ont été agressées dans les véhicules. Est-ce que France Victime, est-ce que votre fédération a déjà été saisie par la justice dans d'autres affaires de violences urbaines, et est-ce que c'est de plus en plus le cas ou pas ? Alors, nous avons 40 années d'expérience, donc effectivement, nous avons été saisis dans un certain nombre de situations de violences urbaines. Je rappelle que nous sommes les spécialistes de l'accompagnement traumatique des victimes. Les événements les plus importants, ça a été les attentats de Paris et de Nice en 2015 et 2016, où nous avons accompagné plus de 7000 personnes. Nous sommes saisis sur les crashs d'avions, donc nous avons l'habitude de ces morts violentes, de ces événements où nous avons des personnes qui ont réussi à survivre à l'événement, ou qui, malgré les faits, soient extrêmement traumatisés, et nous savons accompagner. Évidemment, nous ne le faisons pas seuls, nous avons des partenaires, et c'est quelque chose que aujourd'hui nous savons faire. Nous sommes saisis également sur les élus victimes, donc nous avons une convention avec l'AMF. Donc effectivement, l'intégralité des personnes touchés par un événement infractionnel. Oui, l'association des maires de France. Donc effectivement, dans le cadre des violences urbaines, à partir du moment où vous avez des victimes, les parquets sont en capacité, sur le fondement de l'article 41 du Code de procédure pénale, de nous réquisitionner, et nous accompagnons, encore une fois, sur toute la France métropolitaine et ultramarine, l'intégralité des victimes. On le voit, les habitants tout de même se retrouvent de plus en plus en première ligne dans ces violences urbaines sur fond de trafic de stupéfiants. C'est ce que vous constatez vous aussi, hein? Oui, évidemment, nous voyons une augmentation des violences faites aux personnes. Le rapport a été inversé. Je rappelle qu'il y a 40 ans, nous avions 70% des atteintes pour des violences aux biens. Aujourd'hui, ce chiffre est sur les atteintes aux personnes. Deuxièmement, avec une augmentation du nombre d'homicides et de tentatives d'homicide, des violences faites aux femmes, et puis effectivement un phénomène assez nouveau qui arrive dans nos associations, ce sont ces infractions en bande organisée. Alors toutes les villes et tous les quartiers n'en sont pas là, mais en tout état de cause, on voit une orientation de plus en plus importante des parquets, ce qui fait qu'aujourd'hui nous accompagnons sur le territoire français en général près d'1,5 million de victimes aujourd'hui. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est colossal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin, Jérôme Moreau, et bonne journée à vous. Je rappelle. Si je peux passer un dernier message, bien sûr, allez-y. Que toute victime doit pouvoir accéder par le biais du 116 006, qui est le numéro national de l'aide aux victimes. Et je le rappelle qu'effectivement, nous ne vivons pas sans moyens, et donc je lance un cri d'alerte au ministre de la Justice pour nous donner les moyens de poursuivre notre action de toujours plus importante. Est-ce que votre budget va être coupé? On attend 15 millions d'euros supplémentaires aujourd'hui de la part du ministère de la Justice, donc, et nous n'avons pas de réponse. Donc voilà. Je voulais lancer ce cri d'alerte. Eh bien, le message est passé. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous. Le message est passé, effectivement. Jérôme Moreau, un porte-parole et vice-président de la Fédération France Victime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.